Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue en direct des chaînes YouTube et Twitch du CNES pour vivre un moment historique aujourd'hui, le lancement de la mission Mars 2020. Nouveau voyage donc vers la planète rouge avec le rover Persévérance et l'instrument franco-américain SuperCam. On est en direct du centre spatial de Toulouse, beaucoup d'émotions, beaucoup de concentration, beaucoup d'excitation avec mes invités autour de moi, la Dream Team, ça je peux vous le promettre. Ursula Agnakou, bonjour, vous êtes experte en lanceur au CNES, vous allez être nos yeux et nos oreilles pendant toute cette émission. Bonjour. Vous allez scruter, donc décortiquer toutes les images qu'on va recevoir en direct de NASA TV. Sylvestre Maurice, bonjour, ravi de vous avoir à mes côtés. Vous êtes astrophysicien, astronome et co-responsable scientifique de SuperCam, la contribution française à Persévérance. Michel Viseau, ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes responsable de l'exobiologie au CNES. Et puis Alice, bonjour Alice, Alice au Pays des Étoiles, notre vulgarisatrice scientifique. Alors voilà, vous l'avez vu, je suis extrêmement bien entourée pour vous faire vivre ce moment historique au plus près, pendant 2 heures de live environ. Et puis un événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, parce que toutes nos équipes sont mobilisées sur le terrain, à la Cité de l'Espace notamment, où Christophe Chaffardon, directeur éducation, sciences et culture, nous attend avec tous les experts pour nous faire vivre ce moment pleinement, un moment vraiment interactif d'ailleurs Alice, puisque les internautes vont pouvoir nous joindre en direct. Faire un petit rappel quand même avant toute chose de ce dont on parle aujourd'hui en vidéo, la mission Mars 2020, qu'est-ce que c'est? On regarde. Mission Mars 2020, ou comment, grâce à l'ingéniosité de la NASA et du CNES, il sera possible de réaliser des prélèvements sur la planète rouge, puis de les analyser sur Terre, et pourquoi pas de prévoir par la suite des vols habitables. Le but, c'est de rechercher des traces de vie qu'on appelle des biosignatures, des traces qu'auraient laissées des formes de vie anciennes dans les minéraux, et de voir dans quelle mesure ces minéraux auraient pu ou peuvent encore contenir des traces de formes de vie anciennes. Une interrogation passionnante que cette mission permettra de résoudre grâce à Persévérance, le nom donné à ce rover d'1 tonne équipé de cet instrument, dont SuperCam, fierté de la France et du CNES. Le but, c'est avec l'instrument SuperCam qui est développé par l'IRAP et dont le CNES a la maîtrise d'ouvrage, en tout cas de la partie française, c'est à distance d'aller analyser ces roches, de voir dans quelle mesure ces roches peuvent être intéressantes pour leur capacité à préserver ces formes de vie. Ce sont des carottages effectués au sein du cratère G0, riche en roches et minéraux variés, qui permettront d'en savoir plus. Des conclusions qui pour autant ne seront pas rendues de suite. C'est tout l'intérêt de la mission Mars 2020, contrairement aux précédentes. Il y a eu beaucoup de missions sur Mars, il y a eu plus de 40 missions qui ont été lancées. Cette mission, elle est différente justement par le fait qu'elle va préparer le futur. La mission précédente, Curiosity, elle faisait essentiellement de l'analyse in situ, elle recherchait déjà des argiles et des minéraux qui pouvaient accueillir la vie. Cette mission-là, elle va donc faire la suite sur des endroits similaires, prélever des échantillons, les préparer pour ensuite les faire amener sur Terre. C'est une sonde orbitale qui ramènera les échantillons sur Terre vers 2030. Le rover Persévérance n'aura jamais aussi bien porté son nom. Michel, Sylvestre, à quoi est-ce qu'on va assister aujourd'hui? Finalement, c'est la première étape spatiale d'un long chemin terrestre. Oui, alors c'est à la fois la fin d'une histoire, finalement c'est la fin de la construction du rover, et puis du lanceur et tous les étages qui vont ensemble. Pour nous, de notre instrument franco-américain SuperCam, ça y est, il a été fini, il a été livré, il est intégré, il est prêt à partir. Fin d'une très belle histoire qui a démarré il y a environ 6 ans. Et c'est le début d'une histoire qui va durer plus de 10 ans. D'abord arriver sur Mars, et puis collecter ces échantillons et un jour les rapporter sur Terre. Un mot peut-être, Michel, du contexte actuel, les acteurs et le rôle du CNES évidemment. Le CNES joue son rôle d'agence, bien entendu, l'agence spatiale française, en accompagnant les scientifiques dans leurs propositions, parce qu'il faut rappeler que c'est les scientifiques qui ont été sélectionnés sur leur mérite. Ce n'est pas arrivé par hasard, la présence française à bord de SuperCam. Eh bien, notre rôle, c'est de les accompagner, de les aider, de leur donner les moyens de faire cette politique qui se fait dans les laboratoires du CNRS, des universités. Il y a un concours de toutes ces personnes pour construire cet instrument. Dans ce cas particulier, le CNES a non seulement joué son rôle d'agence, mais il a en plus fourni des éléments à SuperCam qui sont les résultats
des travaux antérieurs et de la R&T qui sont des activités extrêmement importantes. C'est pas là, nous voyons quelque chose de très visible, très intense, mais dans les faits, le travail de fond se poursuit en permanence en essayant d'améliorer en permanence les instruments. Alors finalement, c'est un programme très cohérent, puisqu'après la recherche d'eau et d'adaptabilité, aujourd'hui, c'est la recherche d'échantillons qui nous préoccupe. Oui, on pense qu'il est cohérent, on reconstruit un peu la cohérence après. Mais c'est vrai, si on doit empiler toutes ces missions qui existent depuis un certain temps, on s'aperçoit que les premières étaient vraiment sur ce qu'on appelait les traces de vie, montrer que dans le passé, il y a 3,5 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide à la surface qui sous-entendait une atmosphère dense. Puis cette eau liquide s'est arrêtée, mais les missions suivantes ont caractérisé l'habitabilité. Et Curiosity était très loin. Curiosity a dit, et dit encore, parce que la sonde est toujours et fonctionne à la surface de Mars, dit cette eau liquide permettait le développement de la vie. Et donc, maintenant, on y va. Et Persévérance, c'est la recherche de traces de vie avec deux directions. La direction in situ, est-ce qu'on peut trouver in situ des traces de vie? Et à défaut, on va préparer des échantillons dont on va caractériser l'environnement pour les rapporter sur Terre. Parce que dans nos laboratoires, on est 10, 100 000 fois meilleur qu'on le sera sûrement in situ. Et alors, les images que vous voyez sont des images du lanceur qui va sortir de son bâtiment d'intégration pour se rendre tout simplement sur le site de lancement. Alors, il s'agit d'images d'archives parce que il s'agit bien d'un lanceur Atlas, mais le lanceur qui va emporter Persévérance est un lanceur avec 4 boosters d'appoint pour assurer son voyage vers Mars. Alors là, ce que vous voyez, c'est tout simplement le transfert du lanceur de son bâtiment d'intégration vers sa zone de lancement. Alors vous voyez que ça avance très lentement pour s'assurer que le lanceur n'est pas endommagé pendant le transfert. Alors justement, la chronologie du lancement, comment ça va se passer? À quoi on s'attend? Alors, comment ça va se passer? Actuellement, le lanceur est en train de réaliser ses remplissages. Donc, il s'agit d'un lanceur à propulsion cryotechnique. Donc, ça veut dire que le premier étage, enfin l'étage du milieu, est un étage à oxygène liquide et kérosène hautement purifié. Donc ce sont des remplissages qui se font à la dernière minute. Et le dernier étage est également un étage cryotechnique, donc à oxygène liquide et hydrogène liquide. Finalement, qu'est-ce qui nous attend pendant les 2 heures qui viennent? On va évidemment scruter chacune des séquences, mais qu'est-ce qui nous attend? Alors, pendant les 2 heures qui viennent, ce qui va se passer, c'est que les remplissages vont être terminés et ensuite les équipes de lancement vont s'assurer que tout est bien OK pour le lanceur avant de donner le go. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que la propulsion est OK, que Persévérance, qui est à l'intérieur de la coiffe, est également OK. On va regarder l'avionique et on va s'assurer aussi que la base de lancement nous permettra de suivre ce lanceur. J'aimerais quand même savoir en préambule, qu'est-ce qu'on envoie sur la planète rouge exactement aujourd'hui, Sylvestre? On envoie évidemment, avant Persévérance, on l'a nommé, ce très beau rover, mais en fait qui est un composite, il n'y va pas tout seul. Il est accompagné d'un système qui va permettre de descendre sur Terre, qui contient des parachutes, et il y aura un bouclier. Et donc c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est une capsule qui est fermée. Il y a même un étage de croisière pour les 6 mois et demi de trajectoire interplanétaire. Donc finalement c'est un composite assez gros. Et puis maintenant, si on revient à l'intérieur de Persévérance, ce qu'on envoie avant tout, c'est une charge utile. Ouais. Une charge utile qui fait une centaine de kilos. Ouais. Et bien tout ça pour 100 kilos de science à la surface de Mars. Alors Curiosity, c'était l'adaptabilité. Persévérance, c'est quoi? Alors Curiosity, on était l'habitabilité. C'était vraiment, y a-t-il les conditions physico-chimiques pour que la vie apparaisse? C'est-à-dire, c'était de l'eau liquide, la chimie autour de la chimie organique, la chimie du carbone, hydrogène, oxygène, phosphore, soufre, azote. C'était aussi de l'eau qui était liquide, mais ni acide, ni basique, mais pas trop salée. Donc tout ce qu'il faut pour que la vie se développe. Il manque peut-être un ingrédient, et c'est ça la grande discussion de Mars, c'est le temps. Parce qu'à l'exemple de la Terre, on sait qu'il faut du temps pour construire la vie. Est-ce que Mars en a eu assez? Eh bien, c'est ça que nous dira peut-être Persévérance. Michel, la mission Mars 2020 a ceci d'extraordinaire et d'inédit qu'elle va permettre le retour d'échantillons. C'est vraiment ça la nouveauté. Alors vraiment, oui, c'est vraiment la... Alors, ce qui est amusant, c'est que ça avait été
envisagé pour Curiosity, à un moment donné, ils avaient envisagé de mettre un système, ce qu'ils appellent le cache, le système pour collecter les échantillons. Ils ont renoncé assez rapidement parce qu'il n'y avait pas le temps de le développer. Et quand on voit la complexité du système, on s'aperçoit que c'est pas facile et que ça prend effectivement du temps. Ce qui était, c'est la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, c'est la première étape qui prépare le retour, la venue d'échantillons sur Terre. Ils ne verront qu'une fois, hein, ils ne reviennent pas, c'est des vaisseaux qui reviennent. Et c'est intéressant parce que c'est une coopération entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, dans laquelle, bien entendu, la France va prendre toute sa place au niveau des instruments, au niveau du matériel, au niveau de tous les composants qui sont nécessaires pour faire cette opération. Et on espère que les échantillons devraient revenir en 2031 si on est capable, si tout se passe bien, et si on est capable de lancer les deux missions, une mission américaine et une mission française, en 2026. 2031, une mission européenne, pardon. 2031, c'est demain. 2031, c'est demain. Et d'ailleurs, on est déjà en train de préparer la réception des échantillons en Europe. Ça, c'est inédit, on le rappelle. Alors, ce qui demandait si on connaissait le lieu visé pour l'atterrissage de Persévérance. On va y revenir, oui. Les scientifiques, on s'est mis à 400 autour d'une table pendant des années pour essayer de regarder cette planète. C'est grand, une planète, hein, comme Mars. Bon, ça fait la surface des continents sur Terre pour échelle, mais voilà, posez-vous sur les continents sur Terre, réfléchissez en fonction de la science que vous voulez faire, où se poser. Ça s'appelle le cratère G0 et on va y venir un peu plus tard. Peut-être on pourra donner l'explication du nom G0. C'est le moment peut-être de faire un premier duplex avec la Cité de l'Espace et avec Christophe Chaffardon, qu'on va rejoindre, qui est en direct avec André Debu, qui est chef de projet Mars 2020 pour le CNES, et David Mimoun, qui est enseignant-chercheur à Supaéro. Ils sont tous les trois devant Persévérance. Voilà, je vois Christophe dans les jardins de la Cité de l'Espace. Et vous allez nous faire une présentation physique du rover. Bonjour Christophe, ça va ? Bonjour, oui ça va, on est à la Cité de l'Espace, déjà plein de visiteurs qui sont là pour suivre ce lancement. Je suis avec André Debu juste devant la maquette du rover Persévérance. Ce que je vous propose, c'est une petite visite guidée. André, bon, c'est un rover qui ressemble quand même beaucoup au rover Curiosity. Oui, grosso modo, par rapport à Curiosity, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. C'est le même châssis, c'est le même système de locomotion, le même système de récupération d'énergie pour faire de l'électricité, le même système de télécom. Par contre, il est un peu plus lourd, il fait 1 tonne, Curiosity faisait 900 kg. Ils ont revu, nos collègues de la NASA ont revu le design des roues, parce que sur Curiosity, on a vu que les roues étaient percées, l'épaisseur de métal était trop fine, donc ils ont augmenté l'épaisseur de métal sur les roues et revu un petit peu la sculpture. Et la grosse différence par rapport à Curiosity, c'est l'instrumentation. Il y a 7 instruments qui sont différents de ceux qu'il y avait sur Curiosity. Il y a un énorme bras robotique qui est sur l'avant, qui est instrumenté. Il y a 2 instruments là-dedans. Et ce bras robotique va être utilisé pour prélever des échantillons dans le proche sous-sol, faire des carottes, récupérer des échantillons qui seront ensuite ramenés vers la Terre. Donc le but des instruments qu'on a là, et en particulier de l'instrument Supercam... Alors Supercam, on va le montrer, parce que alors là on ne peut pas le rater. Tu peux le montrer, André, juste au-dessus du mât. Alors, Supercam, c'est une collaboration franco-américaine. La partie française est surtout là-haut, dans la partie le haut du mât. La partie américaine est à l'intérieur du rover. C'est un ensemble instrumental. Il y a 3 instruments, 3 spectromètres qui vont servir à analyser la minéralogie et également rechercher des composés organiques. Dans le sol et sur des roches. Il y a une caméra haute résolution et également un micro. Alors un micro, ça c'est un peu plus étonnant. Il y a un micro notamment qui a été réalisé en grande partie ici à Toulouse par l'équipe de David Mimoun à l'ISAE Supaéro. David, un micro, pourquoi faire sur Mars ? Un micro, c'est la première fois d'abord qu'il y aura un micro sur Mars. On en est très fiers. Alors on le voit là, peut-être on va le montrer, il est juste sous Supercam, sous le télescope. Il va servir simplement à analyser la dureté des roches, parce qu'entre un laser qui tape sur une roche dure ou un laser qui tape sur une roche molle, c'est pas le même bruit, c'est pas la même roche. Donc ça c'est vraiment son objectif qu'on appelle scientifique, c'est ce pourquoi la NASA l'a embarqué. La deuxième chose, c'est qu'il va nous servir à faire de la science de l'atmosphère. On va pouvoir mesurer la vitesse du vent, on va pouvoir mesurer la turbulence, tout un tas de choses très intéressantes. Et la dernière chose, évidemment, on va pouvoir écouter tous ces instruments à bord du rover Persévérance. Donc écouter le drill, éventuellement écouter à l'intérieur la formation d'oxygène. Il y a une charge utile qui s'appelle MOXIE qui va faire de l'oxygène. Si les pompes ne marchent pas, on le saura. Et puis les roues, évidemment, les roues sur les cailloux, tout ça, en fait, va apporter à notre connaissance de l'environnement de Mars.
Donc un micro sur Mars, c'est pas banal, on attend ça avec impatience pour l'arrivée bien sûr de Persévérance dans 7 mois. Plus de découvertes tout à l'heure, on se retrouve à la Cité de l'Espace. Mère, je me tourne vers vous, Ursula. Countdown, on est à quoi, 40 minutes là? On a au moins 39 minutes. 39 et minutes. je peux vous dire que le temps en Floride est magnifique, ce qui nous promet un magnifique lancement. Très très bonne nouvelle. Alors que va-t-on chercher sur Mars avec cette mission? On va parler des objectifs scientifiques. Ils sont au moins 3, hein, science, exploration et retour d'échantillons. L'objectif, c'est d'aller chercher une forme de vie, c'est développer les instruments. Donc sur Persévérance, Sylvestre, ce sont eux qui vont nous aider à récolter ces échantillons. Oui, ce qui compte, c'est la charge utile. Hein. Ce sont cette centaine de kilos d'instruments scientifiques. Il y a 7 instruments, 2 au bout du bras, 2 sur le mât, et puis 3 instruments qu'on va appeler d'environnement. Et c'est eux qui font la science. Alors la science, on va la décliner dans plusieurs directions. Une direction plutôt caillou, plutôt surface, qu'on appelle la géologie. On va essayer de comprendre les volcans, pourquoi ils sont là, les fractures, est-ce que c'est de la tectonique, des choses qu'on connaît d'ailleurs sur Terre. Et puis il y a la science autour de l'atmosphère, puisqu'il y a une atmosphère, autour du climat d'hier qui n'était certainement pas le climat d'aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'à l'époque, il y avait de l'eau liquide, il n'y en a plus aujourd'hui, donc le climat a dû changer. Et puis bien sûr, cette fameuse science autour de la vie, des traces de vie, ce qu'on appelle plus généralement l'exobiologie. Michel, la grande nouveauté aussi de cette mission, c'est ce qu'on appelle MOXIE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est MOXIE? MOXIE, c'est un appareil de démonstration de fabrication d'oxygène à partir du gaz carbonique de l'atmosphère martienne. L'atmosphère martienne est composée à 96% de gaz carbonique, même bien, elle est très ténue, il y en a très très peu. Mais c'est un moyen pour obtenir de l'oxygène, pour préparer l'exploration par des astronautes de Mars. Alors il y a 2 choses qui sont intéressantes avec l'oxygène. D'abord, c'est assez utile pour respirer, parce que quand il n'y a pas d'oxygène, on est très mal, les êtres humains d'une façon générale. Et deuxièmement, comme pour Atlas 5, il y a beaucoup de fusées qui fonctionnent avec de l'oxygène liquide, mais on commence par extraire l'oxygène gazeuse, on l'a compris, pour faire de l'oxygène liquide. Et ça fait partie des carburants. Donc l'oxygène est très importante. Actuellement, bien entendu, l'objectif, c'est de faire simplement une démonstration. Et comme me le rappelait Sylvestre tout à l'heure, ce que l'on va faire pour faire à peu près 17 litres d'oxygène dans une journée, c'est 1/200 de ce qu'il faudrait faire pour satisfaire les besoins de quelques astronautes et de leur retour. Donc, c'est vraiment une petite expérience, mais qui est porteuse de beaucoup d'espoir et qui est un premier petit pas sur Mars vers le pas de l'homme sur Mars. Voilà, c'est ça. Le pas de l'homme ou de la femme. Au-delà de ça, c'est l'arrivée de l'homme ou de la femme, merci de le préciser, sur cette planète rouge. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est un objectif lointain pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des points divers. Il n'y a pas actuellement un projet réel, on va envoyer l'homme sur Mars. C'est une tendance, c'est je dirais un chemin long que les gens préparent actuellement avec ce que l'on appelle la recherche et développement, avec des initiatives, avec des gens farfelus qui prévoient des choses tout à fait extraordinaires. C'est ça qu'on prépare. Sylvestre ? Oui, je crois que chaque mission se doit de faire une de ces petites briques qui préparent l'avenir. Curiosity, mesurer les radiations. On cherchait à savoir comment les humains, dans ce voyage vers Mars, se comporteraient face aux radiations, les doses de radiation. Et donc, on a chacun nos petites briques à poser et on prépare le chemin, ça c'est très clair. Michel, pourquoi l'homme sur Mars finalement? C'est la grande finalité. On recherche quoi? Notre passé? C'est un peu philosophique tout ça quand même. D'abord, l'homme sur Mars, pourquoi est-ce qu'on va sur Mars? Parce que Mars est là. C'est comme 2 chaussures quand elle est montée au Mont Blanc. Pourquoi je monte au Mont Blanc? Parce que le Mont Blanc est là. Et c'est le point ultime qu'actuellement on est capable d'envisager comme atteignable par des êtres humains et que le génie de l'humanité est capable de projeter à cet endroit-là. Après, bien sûr, on va apprendre énormément de choses. Cette exploration volontaire, je dirais, va nous rapporter des informations, des données sur le système solaire, sur l'évolution des planètes, donc l'évolution de notre Terre, nos origines et l'avenir du système dans lequel on est. Et puis ça nous aidera aussi à comprendre les choses nouvelles que l'on regarde notamment en exobiologie, puisque je suis responsable de l'exobiologie au CNES, c'est de préparer, et les autres planètes là, qui sont loin, à côté de leurs étoiles lointaines, comment elles peuvent se comporter. Et là, avec les informations que l'on aura de Mars, on pourra en prendre des briques et les projeter sur ces planètes. Sylvestre. Oui, je crois qu'on a un petit problème de fond. C'est que la vie, elle est seulement sur Terre. Oui. Et après ça, on dit, mais l'univers, on peut imaginer tous, on a tous envie de dire qu'il y a la vie ailleurs dans l'univers. C'est vrai, mais n'empêche que, pour l'instant, c'est que sur Terre.
On a souvent l'habitude de dire que pour faire une droite, il faut au moins 2 points. Alors là, on ne cherche pas à faire une droite, mais si on avait un autre point ancré sur Mars, même si ce n'est pas la vie d'aujourd'hui, c'était la vie du passé, on pourrait cette extrapolation à tout l'univers la faire beaucoup plus facilement. Et donc, on cherche une autre base. Demain, si je peux dire qu'il y a eu un jour de la vie sur Mars, alors je pourrais me dire, je crois vraiment que la vie est partout dans l'univers. Si on trouve la vie sur Mars, on la trouve juste à côté de chez nous, c'est vraiment qu'il y en a partout. Une dernière question, justement, Michel, avant de retourner à la Cité de l'Espace. Quels sont peut-être les grands défis auxquels on est confronté à travers cette mission? Les éléments bloquants, peut-être? Pour envoyer des hommes sur Mars, il y a beaucoup d'éléments bloquants, hein, puisque la NASA a vraiment fait une étude extensive là-dessus. Elle a appelé ça les manques de connaissances, hein, knowledge gaps. Et il y a de tout. Il y a des aspects psychologiques, des aspects humains, psychologie, résistance aux radiations, des aspects techniques, comment faire atterrir 40 tonnes. Alors on est à 1 tonne, c'est pas facile, mais 40 tonnes, c'est énorme. Comment faire redécoller 10 tonnes? Pour l'instant, on va faire décoller peut-être 300 grammes d'échantillons en 2031. Donc, on a quand même des grosses étapes à franchir et ce ne sont pas des étapes linéaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je multiplie par 10 la charge que je vais résoudre le problème avec une fusée 10 fois plus puissante. Peut-être qu'il me faudra une fusée 100 fois plus puissante. Et là, on ne sait pas trop bien la faire. L'homme ou la femme sur Mars, on parle de quoi? 2040? Ça fera certainement l'objet de questions, on verra tout à l'heure. Alors, d'abord, moi je ne suis pas Nostradamus, ni Madame Irma, je ne sais pas trop. Mais disons qu'avec les connaissances que l'on a actuellement, on peut envisager raisonnablement, autour des années 2040, au moins un voyage autour de Mars, avec peut-être un arrêt sur Phobos pour en repartir. Sylvestre? Je crois que c'est un peu l'esprit, comme les Américains avaient été avec Apollo 8 autour de la Lune, et puis voilà. Ça, on pourrait, 2040, alors, mais se poser, redécoller. Les allées simples ne sont pas acceptables. Pas envisageable, hein. On a une éthique, et on parle beaucoup d'éthique à l'heure du Covid. On prend soin des gens. Les gens qu'on enverra, il faut les ramener. D'ailleurs, c'est étonnant parce que le public est prêt. On entend toujours, moi je suis prêt à partir. On a même des gens qui ont signé pour un aller simple. Alors ceux-là, on a leur nom. Hop, on leur dit, non, vous partez pas les gars. On veut des gens qui soient, on les envoie pour les ramener un jour. Et le retour est presque plus difficile que l'aller, hein. Redécoller ou requitter Mars, ça c'est quelque chose. J'imagine. On va retourner à la Cité de l'Espace, mais Ursula, vous intervenez. Quelques secondes, juste pour vous indiquer que nous sommes arrivés au A0 moins 4 minutes. Alors, vous allez me dire que nous sommes encore à près de 30 minutes du lancement, mais côté Floride, ils ont arrêté le compteur à A0 moins 4 minutes. Alors, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui va marquer le départ de la séquence synchronisée. C'est-à-dire qu'on a laissé un peu de temps aux ingénieurs pour vérifier la bonne santé du lanceur et le compteur reprendra à A0 moins 4 minutes pour un fonctionnement totalement autonome du lanceur. Effectivement, un ciel bleu magnifique comme celui de Toulouse d'ailleurs. Allez, on se redirige justement à la Cité de l'Espace. On va rejoindre Christophe en salle Vega. Christophe accompagné de Xavier Penaud qui est médiateur scientifique à la Cité de l'Espace. Et on va voir avec vous deux, messieurs, les expériences pratiques pour comprendre l'atmosphère et l'environnement martien. Christophe. Oui, exactement. On revient à la Cité de l'Espace. On aime beaucoup les expériences ici. À la Cité, on va en faire une. On parlait de l'atmosphère martienne tout à l'heure. On va la reproduire, cette atmosphère martienne, et voir ses propriétés dans un saladier avec Xavier. Oui, exactement. Voilà, dans ce saladier, nous avons reproduit donc en miniature de l'air martien, de l'atmosphère martienne. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire parce qu'on ne peut pas le voir. Alors, pour essayer de matérialiser cette atmosphère martienne, je vous propose 2 expériences. La première, c'est de souffler dessus quelques bulles d'air. Pour découvrir qu'en réalité, en fait, ces bulles d'air flottent au-dessus d'une nappe de gaz invisible, qui est donc notre fameuse atmosphère martienne, plus lourde que l'air. Mais quelle est sa nature? Quel est ce mystérieux gaz qui compose principalement l'atmosphère martienne? Eh bien, pour en être tout à fait sûr, je vous propose tout de suite une seconde expérience. Pour ça, nous allons utiliser une bougie qui a besoin de dioxygène, bien sûr, pour brûler. Je vais récupérer et collecter un petit peu d'air martien, d'atmosphère martienne, que je vais faire couler sur la bougie, ce qui devrait nous renseigner sur la nature de ce gaz, qui ne contient pas de dioxygène, mais qui est donc du CO2, du fameux gaz carbonique que les humains ne peuvent pas respirer, mais les robots s'en moquent tout à fait, puisqu'eux, ils n'ont pas besoin de respirer sur Mars.
Alors cette atmosphère dont on voit les propriétés avec cette expérience, elle a eu un rôle déterminant dans l'histoire de Mars et surtout l'histoire de son eau, cette fameuse eau liquide qui était il y a très très longtemps sur Mars et qui n'y est plus maintenant. Alors on va essayer de reconstituer cette fois-ci l'histoire de l'eau sur Mars, non pas dans un saladier, mais dans une éprouvette, toujours avec Xavier. C'est parti. Oui, voilà. Alors là, nous allons tenter de recréer la planète Mars, en tout cas son atmosphère telle qu'elle était il y a plus de 3,5 milliards d'années. Ça va prendre un petit peu de temps, nous allons remonter le temps parce qu'aujourd'hui Mars est un désert tout à fait gelé, il n'y a plus que de la glace d'eau à sa surface, mais il y a 3,5 milliards d'années, Mars possédait une atmosphère très dense. Et on le sait, lorsqu'il y a beaucoup d'atmosphère et beaucoup de pression atmosphérique, eh bien ça permet à l'eau de rester sous forme liquide, ce que nous voyons ici actuellement au fond de ce tube. Le problème, c'est qu'au cours du temps, Mars a perdu son atmosphère. Et vous allez donc découvrir ce qui se produit lorsqu'une planète fuit, lorsque l'atmosphère est libérée dans l'espace. Qu'advient-il de cette eau liquide à la surface ? Eh bien, elle se met progressivement à bouillonner, à se vaporiser, la température baisse et le reste regèle instantanément. C'est bien pour ça que malheureusement aujourd'hui sur Mars, eh bien, il ne demeure que de l'eau sous forme de glace et que l'eau liquide n'est plus du tout possible. Alors, cette eau liquide, c'est toujours le Graal. Ces formes de vie, on n'en a toujours pas trouvé. C'est l'un des objectifs prioritaires de la mission Mars 2020 et de son rover Perseverance. On aura plus d'informations dans 7 mois à l'arrivée du rover. Allez, à tout à l'heure à la Cité de l'Espace. Voilà, vous savez tout sur l'environnement et l'atmosphère martienne. On va se tourner vers Alice pour les questions des internautes. Alice, je crois qu'elles sont très nombreuses. Ah oui, il y a énormément de questions. Alors je suis désolée, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, à moins de faire un live plus tard qui durera toute la nuit, mais je ne sais pas si tout le monde est partant. Déjà, on nous suggère dans 20 ans de faire un live Twitch depuis Mars. Donc, on peut rêver, voilà. On peut rêver. Difficilement être contre. Il peut y avoir un problème de 4G. Et alors, le live Twitch aura un problème parce que c'est quand même 20 minutes d'écart entre la question, la réception, et 20 minutes entre la réponse et la réception. Ce qui ferait 40 minutes. Donc le live Twitch serait peut-être un peu lent. Fibule qui nous demande, une question sur le lancement, qui nous demande, lors d'un lancement, est-ce que c'est un programme qui gère les actions ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui va gérer les différentes actions comme les séparations des étages, etc. Alors, tout est bien entendu préprogrammé. On ne peut pas laisser la place au hasard ou aux erreurs humaines. Donc, le programme de bord est tout à fait autonome et réalise sa mission en totale autonomie et indépendance de l'action humaine. D'accord. Est-ce qu'il y a une action qui est possible de l'homme à un moment donné ou pas? Pendant la phase de lancement? Oui. Ah, absolument pas. Et, il n'y en a qu'une, non? Laquelle? S'il y a un problème. Ah, alors s'il y a un problème, effectivement, on est en capacité d'arrêter la chronologie de lancement. Mais par contre, s'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison d'intervenir sur un lancement. Tout est bien entendu fixé à l'avance. Bravo. On a... Ah oui, alors on a une question sur le microphone qui sera sur Persévérance. Il y a Mélissandre qui nous demande à quoi ça sert d'écouter le drill et les instruments. Alors, c'est une bonne question, le microphone, parce que déjà, il n'était pas au départ. Quand ils ont sélectionné les instruments, il n'y a pas de microphone. Et puis, c'est nous qui sommes allés, avec David Mimoun, qu'on a entendu tout à l'heure, on est allé taper à la porte de la NASA en disant vous savez qu'on fabrique du bruit. Et parce que notre laser, quand il focalise sur les roches, il fait des petits impacts, il y a une onde de choc. Ça va plus vite que le son, et donc ça fait un petit clac. Et on dit, puisqu'on fait du bruit, pourquoi on ne l'écouterait pas? Et donc, ils ont acheté, et ça permet de dire si c'est du dur ou si c'est du mou, ce sur quoi on va taper le laser. Mais si on peut écouter le rover, et quand on écoute le rover, vous savez, vous avez une pompe, c'est des cycles bien connus. Pareil, quand vous conduisez une voiture, que vous soyez le conducteur ou pas, en général, quand le moteur a un problème, vous le savez à l'oreille, avant même de voir que la voiture change de mode, eh bien, c'est exactement ça. On va piloter un peu à l'oreille. C'est un sens qu'on n'a pas sur Mars. On a la vue, on n'a jamais eu l'ouïe encore. Et ça va être un nouveau champ qui s'ouvre pour nous. Ouais. Alors, ceci dit, Mars, on n'aura malheureusement plus le temps de dire, c'est du CO2, ça on l'a dit parce qu'on veut fabriquer de l'oxygène, et donc la propagation du son n'est pas la même que sur Terre. On va plus lentement, sur Terre on est à 340 mètres par seconde, là on est à 240 mètres par seconde. Mais surtout, le CO2 c'est une molécule qui est assez linéaire, qui a tendance à vibrer, qui va absorber plein d'énergie, et donc le son se porte très mal. Avec distanciation sociale,
Eh bien, on n'est pas bon sur Mars. Même pire que ça, c'est-à-dire qu'à 4 mètres, je ne vous entends presque plus. C'est-à-dire le son s'atténue très très vite avec la distance. Ça, c'est encore une particularité des sons sur Mars. On reviendra auprès de vous tout à l'heure, Alice. On va parler de la contribution française sur cette mission. On l'a dit, Mars 2020, c'est une mission qui fait intervenir différents pays. Il faut qu'on comprenne bien la place de la France. Un mot sur la contribution française de cette mission, Michel. Alors, cette mission, donc, on contribue dans le cadre d'un instrument qui est américano-français, le PI est américain, il y a le principal investigateur, c'est la personne qui porte vis-à-vis de la NASA est Roger Vince, que l'on entendra à la fin de cette émission, et il a un co-PI qui est donc Sylvestre Maurice, qui a porté, qui ont conçu et porter non seulement l'instrument, la proposition scientifique qui va avec. Parce que ce n'est pas simplement je vais faire quelque chose de beau. Je vais faire quelque chose de beau qui va être utile pour répondre à ces questions-là. Et donc, la France, dans ce cadre-là, avec l'aide du CNES, des universités, etc., a réussi à faire un instrument, à fabriquer un instrument qui est un véritable couteau suisse et qui a énormément de capacité, puisque c'était un peu des menteurs. Ils nous ont dit on va faire la même chose que la dernière fois sur ChemCam. Et puis sur ChemCam, il y avait un instrument avec une caméra noir et blanc. Là, on a 4 instruments avec une caméra couleur haute définition. Donc c'est la même chose avec quelques petites différences. Ça veut dire quoi? On est meilleur? Sylvestre, on est meilleur? C'est pas la même chose, mais c'est le même masse, c'est le même volume, ce sont des données importantes. Donc il a fallu faire plus compliqué dans le même volume de ressources. Alors c'est vrai que ces propositions avec Roger et puis une petite équipe naissent sur un bout de table dans un hôtel, et puis on construit, on fait une soumise, et puis après nous on s'arrête, on est figé. Alors on se retourne et on appelle des ingénieurs, des techniciens, les administratifs. Et maintenant, quand on se retourne, on est 300. Il a fallu 300 personnes en France, dans les laboratoires, CNRS Université, au CNES, et beaucoup dans les industries qui sont partenaires, pour construire ce qui était une idée sur un coin de table. C'est ça qui est assez plaisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un grand événement pour nous. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que Mars ne dévoile de nouveaux secrets. À destination de la planète rouge, l'instrument SuperCam, embarqué sur le rover Perseverance, a spécialement été développé pour la mission de la NASA Mars 2020. Cet équipement, surnommé l'œil du rover, jouera un rôle clé dans la quête de traces de vie passée sur la planète Mars. On se trouve devant la maquette à l'échelle 1 du rover Mars 2020, Perseverance, donc avec l'instrument SuperCam, avec la partie française en haut du mât et la partie américaine qui se trouve dans le corps du rover. Le SuperCam a une caméra haute résolution couleur. Cette caméra va permettre de faire des autofocus à très grande distance jusqu'à l'infini. La SuperCam, c'est 6 kg de technologie, 3 types de spectroscopes, une caméra et un microphone. Son but est d'atteindre un niveau de précision et d'efficacité sans commune mesure avec la ChemCam du rover Curiosity. La génération précédente, Curiosity, était plus dans une démonstration d'une habitabilité. Là, on recherche réellement des traces de vie. Sans SuperCam, le rover n'aurait pas la capacité de tester au travers du bras les bons endroits. Donc c'est vraiment une logique globale et SuperCam est essentiel dans cette approche globale pour réaliser tout ce qui est analyse à distance. 3, 2, 1. SuperCam a cette option qui a été implémentée dans le laser qui permet d'avoir une lumière verte qui ne détruit pas la roche qu'on va analyser. Un laser Raman qui lui va permettre de remonter à la minéralogie de la matière. Il y a aussi un micro qui est une grande nouveauté par rapport à ChemCam qui permettra d'enregistrer les sons lors des tirs laser et aider à l'analyse et également les sons du rover et de l'atmosphère martienne. C'est la complémentarité de l'image, du son, du mode LIPS, des spectroscopies Raman et infrarouges qui permettra de bien sélectionner les échantillons de roches martiennes ramenés sur Terre et aussi de préparer l'étape suivante, l'exploration humaine de Mars. Alors sur ce rover Persévérance, j'imagine Alice qu'il y a déjà pas mal de questions d'internautes. Oui, on a Vin qui nous demande combien de personnes ont travaillé sur la construction de Persévérance. Un rover aussi compliqué, alors je n'ai pas de bonne réponse, mais on estime globalement qu'il faut 20 000 annéums. Si vous êtes tout seul, vous allez mettre 20 000 ans. Si vous êtes 20 000, vous mettez 1 an. Mais si jamais vous faites ça sur 5 ans, vous pourriez dire c'est 4 000 personnes pendant 5 ans. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'il faut beaucoup d'expertise. Chacun n'est pas à plein temps.
Donc si, voilà, on reprend tous les chiffres, si on devait, on pense qu'il y a plus de 50 000 personnes qui ont travaillé. C'est une machine extraordinairement complexe. C'est aussi compliqué. La NASA dit que c'est le véhicule le plus compliqué qu'ils n'ont jamais fait après les vols habités. Les vols habités, ils sont à part. On regarde toutes les questions chaudes parce qu'on va rejoindre tout de suite la Cité de l'Espace. Christophe Chaffardon, à côté de Persévérance, justement, accompagné de Philippe Caïs, chef de projet Supercam, et Pernel Bernardi, ingénieur système. Je vous laisse la main, Christophe. Oui, ben on est toujours devant le rover Persévérance. On va parler un petit peu technique parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Pernel qui est la responsable technique de l'instrument Supercam. Bon alors, Supercam c'est quoi? C'est un ChemCam en mieux? C'est ChemCam avec quand même des modifications assez nombreuses. Alors ChemCam, que fait ChemCam? Fait de la chimie, des cibles et fait des images. On garde la même chose, ça marche très très bien sur Mars en ce moment, on garde la même chose avec de la couleur quand même sur la caméra, mais en plus on a une équipe scientifique très ambitieuse qui veut faire de la minéralogie et de la recherche de traces de vie passée, et donc on a dû intégrer dans ce nouvel instrument des techniques supplémentaires, dont un spectromètre infrarouge et un spectromètre Raman. Et donc, comment ça se passe? À Raman, alors ça veut dire on ajoute d'autres équipements tout en conservant le même volume dans la tête. Vous voyez l'œil de Persévérance, on a gardé exactement les mêmes contraintes techniques, volume, masse, consommation électrique. Bon alors, et si je comprends bien, il y a un petit peu plus d'instruments dans un volume qui est à peu près le même. Il y a un souci quelque part, il va falloir trouver une solution technique, elle a dû être trouvée, j'imagine, miniaturisée peut-être? Oui, elle a été trouvée heureusement, parce que là on part. Oui, donc elle a été trouvée, ça a demandé beaucoup de travail évidemment. Miniaturisation, changement de technologie, un laser qui tire à 2 couleurs. On a trouvé une toute petite place pour mettre le spectromètre infrarouge, on s'est glissé dedans. Premier spectromètre à la surface de Mars dans cette gamme de longueur d'onde, donc on est tous très contents. On a changé tous les composants optiques. La fibre optique reste la même. La partie body unit américaine a également évolué avec un intensificateur de lumière, donc une techno très, très moderne, et on attend vraiment de très beaux résultats avec cet instrument. Bon, on va attendre ça aussi avec impatience, vous l'avez compris, hein, c'est un petit bijou de technologie en fait qui est derrière moi, Supercam. Alors pour faire un instrument comme ça, il faut du monde, il faut beaucoup de compétences et puis il faut organiser les choses. Et alors on a l'organisateur en chef de Supercam à côté de nous, Philippe Caïs, c'est vous qui avez été chef de projet de Supercam. Beaucoup de gens à gérer de différents horizons. Oui, tout à fait. Donc Supercam, c'est une formidable collaboration entre laboratoires scientifiques. Et je dirais que c'est une des premières fois, parce que d'habitude, quand on fait un instrument, on est 1 ou 2 laboratoires tellement c'est complexe, il faut gérer tout ça. Et bien là, on était plus de 7 laboratoires, 3 laboratoires parisiens, un laboratoire à Bordeaux et tout le reste des laboratoires à Toulouse, avec le CNES aussi qui travaille avec nous. Et ça a été plus de 200 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, et autant dans l'industrie. Donc une grosse participation française, évidemment, on est quand même fiers de le dire, c'est cet instrument Supercam, mais aussi une collaboration permanente avec les Américains, avec les États-Unis. Alors comment ça se passe cette collaboration? Alors la collaboration avec les États-Unis, on apprend beaucoup, parce que la NASA c'est vraiment une grosse institution, ils ont une grosse expérience, ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup d'ingénieurs, ce qui fait qu'on ne dort pas beaucoup, et puis il faut travailler la nuit parce qu'on est en horaire décalé. Et donc tous les scientifiques aujourd'hui savent ce que c'est que le travail depuis longtemps, et sur ChemCam par exemple. D'accord, donc du coup tout est prêt. J'imagine que les derniers mois, les dernières semaines ont dû être très tendues. C'est quand qu'on s'est un petit peu reposé là dans l'équipe? Hier? Oui, même pas. Je pense que les équipes se sont pas du tout reposées. Une fois qu'on a livré l'instrument, il y a eu toute la préparation et l'intégration sur le rover, et nous on a vérifié que tout fonctionnait bien. Et après, on a toute la préparation des opérations sur Mars. Ça fait déjà presque 1 an qu'on travaille dessus pour être sûr que quand ça se pose sur Mars, on sera prêt à opérer l'instrument. Donc vous l'avez compris, un Supercam, c'est d'abord un exploit technologique et puis une sacrée aventure humaine. Cette aventure humaine, on la sent ici, beaucoup des équipes sont à la Cité de l'Espace pour vivre ce lancement bientôt. On attend ça avec impatience et puis on se retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup Christophe, effectivement on vous retrouve tout à l'heure. Questions qui doivent arriver via les internautes, mais différences d'exploitation brièvement entre Curiosity et Persévérance, quelles sont-elles l'un ou l'autre? La structure reste la même d'exploitation au sens... en fait, le but, c'est on va se poser et puis d'avoir les données. Ouais. Et pour ça, Curiosity comme Persévérance, c'est un peu le bras armé d'une communauté scientifique. Dans les 2 cas, il y a plus de 300 scientifiques qui sont derrière. Et puis, les 3 scientifiques, il y en a un qui dit, bon, souvent moi, je veux tirer au laser sur tout ce qui bouge. L'autre dit, moi, je veux rouler. L'autre, il dit, je veux donner un coup de pelle. Et voilà. Et vous allez voir, c'est une extraordinaire organisation qui marie à la fois la science et l'ingénierie. Tous les jours, on doit décider en fonction de ce qu'on a vu. On a roulé 10-20 mètres, on a regardé autour, on a dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un peu le rover qui le dit. Et nous, vous allez voir qu'en salle de commande, on doit préparer ce qu'on fait le lendemain. Justement, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce qu'on va partir au Fox Mars 2020, rejoindre Valérie Mousset dans cette salle de contrôle des missions martiennes au CNES de Toulouse. Bonjour Valérie, est-ce que vous nous recevez?
Bonjour Sophie, bonjour à tous. Oui, on vous reçoit bien. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur opération instruments ChemCam et SuperCam. On voit des membres à côté de vous de l'équipe Mars 2020. Expliquez-nous brièvement, Valérie, comment est-ce qu'on travaille avec le JPL? C'est quoi votre journée type finalement? Alors notre journée type, c'est simple. Alors tout d'abord, on va recevoir les données. En fait, on va commencer à travailler à la nuit du rover. Quand le rover va se coucher, on va recevoir les données de sa journée. Donc on va commencer par prendre les données, on va les analyser et puis on va voir si sa journée s'est bien passée, si tout va bien. Et puis nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est est-ce que SuperCam va bien? Est-ce que toutes les activités qu'on lui a demandées se sont bien déroulées? Et est-ce qu'on va pouvoir commencer la journée suivante? Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Et puis, une fois qu'on aura le go pour la journée suivante, eh bien, on va avertir les équipes américaines qu'on va pouvoir commencer la programmation. Qu'est-ce qui va se passer pour la programmation? Eh bien, c'est simple. Donc, je vais vous amener voir une image. Donc, vous avez ici, c'est pas le rover Perseverance, c'est le rover Curiosity. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les scientifiques donc, vont pouvoir définir des cibles, ce qu'on appelle des cibles, qu'ils vont vouloir analyser. Donc, pour chaque cible analysée, l'ingénieur en chef, alors ici nous avons Christophe, qui lui va être chargé d'écrire les séquences. Donc l'ingénieur va pouvoir prendre les cibles, les analyser, voir si c'est réalisable ou non. Et puis il va commencer à écrire une séquence de commandes. Ces séquences de commandes vont être transmises à la NASA, au JPL, pour être montées à bord. Et au réveil du rover, le rover aura toute sa séquence et il pourra donc exécuter l'ensemble de sa programmation pour la journée. Nous aurons fini notre journée, mais le rover, lui, devra exécuter la sienne. Valérie, ça semble tout à fait facile là quand vous nous expliquez les choses, mais quand même, comment est-ce qu'on arrive à piloter un instrument sur une si grosse machine à partir de Toulouse? Ça demande, on l'imagine, une énorme coordination entre les différents acteurs. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de réunions au cours de la nuit. On va, au fur et à mesure de la nuit, donc, se coordonner avec les scientifiques français qui seront avec nous ici au centre de contrôle du CNES, et puis avec l'ensemble des scientifiques américains également. Donc, au début de la mission, on va travailler au rythme du rover. Donc, on va commencer notre journée quand lui va commencer sa nuit. Et puis, au fur et à mesure des jours, on va, nous, travailler au rythme de la NASA. Et on va travailler quand eux commenceront leur journée, c'est-à-dire pour eux au petit matin. Et pour nous, il sera environ 17h ici à Toulouse. Merci beaucoup Valérie, merci pour toutes ces explications. Alors la tension monte sur le plateau. Ursula, lunchtime, countdown, on est à 6 minutes. Oui, on est maintenant à 0 moins 6 minutes. Alors autant vous dire que la pression monte de manière exponentielle. On arrive au terme d'une longue journée de préparation qui a commencé à minuit, heure de Floride, pour la plupart des ingénieurs et techniciens qui travaillent sur ce lancement. Sachant qu'on est dans un contexte bien particulier de Covid, de Covid-19. Cette mission a d'ailleurs été dédiée à toutes les équipes soignantes du Covid-19. Alors, les compléments de plein sont terminés. On est à 0 moins 6 minutes. Et dans 2 minutes, on va pouvoir lancer la séquence synchronisée, c'est-à-dire que le lanceur va se retrouver sur ses batteries autonomes capable d'effectuer sa mission. C'est-à-dire qu'on aura vérifié que le système de puissance du lanceur est bien opérationnel, que la base de lancement, les systèmes de télémesure, les systèmes de satellites qui vont poursuivre ce lanceur sont bien également opérationnels et bien entendu que tous les systèmes de propulsion du lanceur sont également opérationnels. Alors, le lanceur Atlas 5 est sur son pas de tir. Expliquez-nous avec, alors, qui sort. Ce que vous voyez là, c'est le lanceur Atlas 5 version 541. C'est une version avec 4 boosters à propulsion solide que les Américains appellent SRB pour Solid Rocket Booster. Alors, ce sont des propulseurs d'appoint qui vont aider à une propulsion plus importante du lanceur. Au milieu, le gros tube du milieu que vous voyez
Il l'appelle le booster, c'est l'étage principal, qui va être allumé quelques secondes avant les moteurs à propulsion solide, afin de s'assurer que ce moteur fonctionne bien, parce que lui, c'est un moteur à propulsion cryotechnique qui fonctionne avec un mélange d'oxygène liquide et de kérosène. Alors, donc, ce booster est propulsé par un moteur RD 180, qui est un moteur de construction russe et de conception russe. Juste au-dessus de lui, il y a l'étage Centaur, qui est un étage qui fonctionne à propulsion liquide, oxygène liquide et hydrogène liquide. Les vapeurs que vous voyez s'échapper sont des vapeurs d'hydrogène liquide. C'est tout à fait normal hein, pour un vol avec propulsion cryotechnique. Les Américains laissent s'échapper ce trop-plein d'hydrogène. Et juste au-dessus, nous avons à l'intérieur de la coiffe Persévérance et son acolyte, l'hélicoptère Ingenuity. Alors vous voyez que nous sommes arrivés à A0 moins 3 minutes et 50 secondes, c'est-à-dire que là, le lanceur est complètement autonome du sol, il n'est plus du tout alimenté par une puissance du sol et il est capable d'effectuer sa mission. Donc si on est arrivé à 0-4 minutes, ça veut dire que le directeur des opérations a reçu le go de toutes les entités en charge des opérations de lancement. Alors, un petit mot quand même sur les boosters. Nous avons une version à 4 propulseurs, mais Atlas 5 est un lanceur versatile. On peut à la fois avoir une version à 4 propulseurs ou à 0 propulseur. On peut même aller jusqu'à 5 propulseurs en fonction de la puissance nécessaire pour effectuer cette mission. On est à moins de 3 minutes. Hein. Voilà, on est bientôt à moins de 3 minutes. La météo est toujours verte, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas, en cas de problème et d'arrêt de chrono, nous avons 2 heures de fenêtre de lancement et il n'y a pas pour le moment de fermeture de fenêtre pour limiter le risque de collision avec l'ISS. Parce que, bien entendu, nous tenons compte de la présence de l'ISS en orbite autour de la Terre. Et donc, pour limiter le risque de collision, on effectue des fermetures de fenêtres. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y aura pas de fermeture. Donc, même si le H0 était décalé, on a la totalité de la fenêtre qui nous est ouverte. Donc, en cas de problème, on a encore 2 heures pour effectuer le lancement. Voilà, on est à moins de 2 minutes. On imagine la tension, Cap Canaveral. Ah, la tension est palpable. Il n'y a pas qu'à Cap Canaveral. On est d'accord. La tension est palpable. Alors, juste quelques mots sur la séquence de démarrage. Donc, on va commencer par le démarrage du moteur RD 180. Les équipes vont vérifier que tout se passe bien. S'il y a un problème avec le fonctionnement de ce moteur RD 180, la séquence sera arrêtée. Par contre, si tout est au vert, le lancement va se poursuivre avec l'allumage des 4 boosters latéraux. Voilà, nous sommes bientôt à A0 moins 1 minute. Ouais, je vais vous laisser vivre ces quelques minutes de tension avant le décollage du lanceur. Et donc, je vais vous souhaiter à tous un très bon lancement. Et puis, on reprendra la parole après quelques secondes de vol. Voilà. Donc, à tous, un très, très bon décollage. Joshua, right there. Public safety there is accounted for, the FTS system. There you see on your screen a beautiful shot. The skies look great. There is little wind happening. You'd be able to see more of the venting. If there were wind, the trail of that venting. So we're ready to go. And actually, that's an important point. The reason we don't see that venting is the vent valves have been locked up to put flight pressure into the tanks. And as we just heard, they're stable at step 3, which means the tanks are ready to go. And here at about 5 seconds, we will hear the team ECS reduced for launch. Give their final go. 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020. There we go. We are ready to go lift off this morning, Joshua.
7, 6, 5, 4. Engine ignition, 2, 1, 0. Release and liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1 Atlas V is now supersonic. And passing 45 seconds into flight, vehicle is now passing through max Q, maximum dynamic pressure. Passing 1 minute into flight, the RD-180 is throttling back up as expected. Engine response looks good. At this time in flight, the SRB chamber pressures remain nominal. The RD-180 pump speed and fuel injector pressures are responding well to demands on the engine. Standing by for SRB burnout shortly. And we have burnout on all 4 SRBs. Burnout pressure signatures look good. Standing by for SRB jettison shortly. And we have a good indication of SRB jettison of all 4 SRBs. And the vehicle has gone to closed loop guidance. Vehicle body rates are responding nominally at this time. And coming up on 2.5 minutes into flight, Donc le booster va continuer encore pendant 4 minutes 22, jusqu'à 4 minutes 22. Il va poursuivre sa course infernale pour essayer de libérer au plus vite le lanceur de la gravité de la Terre. Alors, donc, il emportait à son bord près de 284 tonnes de propergol. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie de propulsion de ce moteur, c'est du kérosène et de l'oxygène liquide. Alors moi j'avais un œil sur l'écran durant toute cette séquence, mais surtout sur vous, messieurs, Sylvestre, énormément d'émotions sur votre visage. C'est pas anodin, hein. C'est peut-être pour ça que ça rend ce qu'on fait dans le spatial si fabuleux. Ouais. C'est voilà, c'est ce qui nous distingue. Vous travaillez dans tous les champs de la technique. Quand vous travaillez dans le spatial, vous passez par cette étape qui est celle de quitter la Terre, de traverser l'atmosphère. C'est jamais simple. Ouais, c'est un grand moment. Michel, pareil, hein? Oui. Oui, puis là, on voit la coiffe fait partie. Là, on voit les 2 morceaux de coiffe qui s'en vont. Là. Donc, voilà, pour l'instant, tout est nominal. Oui. Alors, juste un mot, on a assisté à la séparation de la coiffe. Cela veut tout simplement dire que le lanceur a déjà atteint les plus de 100 km d'altitude. On arrive à un point où il n'y a quasiment plus de frottement lié à la densité atmosphérique. Donc, Persévérance est complètement en sécurité. On peut donc séparer les coiffes. Il n'y aura plus d'échauffement sur Persévérance. On est dans l'espace. On est dans l'espace. 100 km, c'est la limite légale de l'espace. Sylvestre, vous auriez dû, vous et vos équipes, être sur place en Floride, il faut le dire quand même. Oui, alors très honnêtement, on aurait bien aimé y être. On est ravis d'être avec vous, parce que c'est quand même un grand moment pour tous ceux qui ont travaillé pendant des années sur ce projet. Le monde, ça c'était le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on le vit à distance. Oh, regardez cette très belle vue. Magnifique image. C'est les 4 minutes 35, donc le moteur
du booster s'est arrêté et on a assisté là à une séparation magnifique de l'étage chanteur et du booster. Donc on en est déjà au bout de 5 minutes à la propulsion, bientôt, hein, parce que le Centaur ne s'est pas encore allumé, mais il ne va pas tarder à s'allumer pour pouvoir propulser Persévérance vers Mars. Alors il y aura 2 allumages du moteur RL-10C, un premier dans quelques instants et ensuite un deuxième pour placer Mars 2020 sur une trajectoire hyperbolique. Michel, une toute petite question. Ce lancement, il est un petit peu particulier quand même. C'est un lancement interplanétaire. Alors oui, c'est pas un lancement comme pour la navette, enfin pour les lancements vers la station spatiale par exemple, où on part verticalement, puis très rapidement on se met horizontal pour se mettre sur une orbite, un peu inclinée par rapport à l'équateur, mais on va pas très très loin et on vise que en fait 300-400 km. Là, on est sur une orbite, on tire verticalement parce que ce qu'on vise, c'est l'endroit où sera Mars plus tard. Ouais. Et donc là, il faut quand même faire attention, Mars est derrière pour l'instant, mais il va nous rattraper. Et donc on vise loin. Et dans ce cas particulier, il faut rejoindre le plan de l'écliptique, donc on va viser vers le sud, et comme le disait tout à l'heure Ursula lorsqu'on discutait, il va viser l'Afrique du Sud, ce qui est quand même assez rare comme lancement. Donc ce sont des conditions tout à fait particulières, et bon, voilà, mais c'est imposé par la mécanique spatiale, et les lois de la physique sont incontournables. Alors on va parler de ce voyage vers Mars, on va s'arrêter un instant sur le détail du trajet de la sonde. D'abord Sylvestre, pourquoi une fenêtre tous les 2 ans et puis tous les 15 ans ? Cette fameuse mécanique spatiale, c'est-à-dire que je tire avec une grande vitesse, et la vitesse, c'est 11,2 km par seconde. C'est la vitesse pour quitter la Terre. En moins de ça, vous serez en orbite autour de la Terre, et puis moins de 7,8, vous redescendrez sur Terre. Donc, c'est cette vitesse qu'on lui donne. À cette vitesse, eh bien, il faut quand même mettre du temps. On a pratiquement plus de 400 millions de kilomètres à faire. Et donc, au moment où on tire Mars, on tire dans une direction, Mars n'est pas là, et puis on s'arrange que, hop, quand on arrivera, on va bien croiser l'orbite de Mars. Et cette conjonction des 2 planètes qui permettent ce voyage, eh bien, c'est quelque chose qui a lieu globalement tous les 26 mois. Et pour une fenêtre de temps qui fait que les 3 lancements ont bien eu lieu cet été, les 3 missions vers Mars. Allez, on va retrouver tout de suite Christophe Chaffardon à la Cité de l'Espace qui est en compagnie de Laurence Lorda, ingénieur mécanique spatiale au CNES, puisqu'on va faire un focus justement sur cette mécanique spatiale. Vous m'entendez Christophe ? Oui, ben oui, on a assisté avec beaucoup d'émotion à ce lancement. Alors c'est pas fini, on va attendre les dizaines de minutes qui suivent pour être sûr que tout va bien et que la sonde part sur sa trajectoire interplanétaire. Après, elle va commencer son voyage de 7 mois. Je suis avec Laurence. Comment on fait pour savoir où va se trouver la sonde une fois dans l'espace ? Alors là, la sonde, maintenant qu'elle est sur sa trajectoire, encore attachée au lanceur, mais bientôt elle va être séparée, elle est suivie par un ensemble de grandes antennes qui font partie du Deep Space Network, contrôlé par la NASA, qui sont un peu réparties sur le globe. Et ces grandes antennes, elles maintiennent un lien radiofréquence avec la sonde en permanence. Et la manière dont ce lien, le temps que met ce lien à faire l'aller-retour entre l'antenne et la sonde et la manière dont ce lien est affecté par ce voyage permet aux ingénieurs en mécanique spatiale d'avoir des informations très précises sur la position et la vitesse de la sonde. Et donc régulièrement, ils vont pouvoir vérifier que la sonde elle est bien sur la trajectoire sur laquelle ils s'attendent qu'elle soit. Alors ils vont vérifier si elle est sur la bonne trajectoire. Est-ce qu'ils vont devoir faire des corrections de trajectoire pendant le voyage ? Alors tout à fait, il y a une première étape qui va être très importante là, dans les 60 jours qui suivent la séparation, c'est de faire des corrections de trajectoire tout simplement pour viser Mars. Parce que là, actuellement, la sonde, elle va partir sur une trajectoire qui est faite pour rater Mars. C'est un peu embêtant quand même, non ? Alors, c'est pas que les ingénieurs se sont trompés, c'est la technique de la trajectoire biaisée. En fait, Mars, on n'a pas envie de la contaminer avec des choses qui viennent de la Terre, puisque l'objectif, c'est d'aller chercher des traces de vie martiennes. Et donc la sonde, on la nettoie de manière très précise, mais le lanceur, c'est impossible de faire ce même nettoyage. Donc le lanceur, qui lui est sur la même trajectoire que la sonde, on va absolument éviter qu'il aille rentrer en collision avec Mars. Donc juste après la séparation, on envoie donc le lanceur et la sonde sur une trajectoire qui rate Mars, et il faut ensuite faire des corrections de trajectoire pour que la sonde elle-même vise Mars.
D'accord, bon, je comprends mieux. Et alors du coup, on a ce lancement qui a lieu aujourd'hui le 30 juillet, il devait être parti un peu plus tôt, mais la date d'atterrissage, elle, c'est toujours la même, le 18 février 2021. Alors ça, je ne comprends pas, comment ça, la date d'atterrissage, elle ne bouge pas, elle est toujours la même, pourquoi? Donc, en fait, la date d'atterrissage, on la fixe en fonction de contraintes opérationnelles et on aime bien qu'elle ne bouge pas. Et l'idée des ingénieurs, enfin toute l'astuce des ingénieurs de mécanique spatiale, c'est de faire des corrections de trajectoire au début de cette trajectoire et d'accélérer la sonde pour faire en sorte qu'elle arrive à la date à laquelle on avait prévu. Donc le premier objectif de ces corrections de trajectoire qu'on va avoir là bientôt, c'est de viser Mars. Le second, c'est d'arriver sur Mars à la date qu'on a fixée pour le rendez-vous. Donc les premières corrections, c'est pour quand? Les premières, c'est dans 15 jours et les suivantes, une deuxième opportunité aura lieu dans 60 jours. Bon, nous voilà bien briefés. On va quand même suivre avec beaucoup d'attention la suite du lancement pour voir si tout va bien, mais ça a l'air quand même très bien parti. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Christophe. Et effectivement, je me tourne vers Ursula. Est-ce que tout est nominal? Autrement dit, est-ce que tout se passe comme prévu? Alors, la propulsion est nominale. Nous sommes à quelques minutes du premier arrêt du main engine, donc ce qu'ils appellent le MECO, Main Engine Cutoff, qui va avoir lieu dans une minute, enfin dans moins d'une minute. Et le lanceur va bientôt entrer en phase balistique. Donc tout se passe pour le mieux pour l'instant. Est-ce qu'on a une question de Yilka qui nous demande est-ce que la coiffe retombe sur Terre? Alors la coiffe, oui, elle n'est pas du tout orbitée, elle retombe sur Terre dans la mer, hein, dans l'océan Atlantique, voilà, tout simplement. Et on a une question de City. Comment les communications avec Persévérance seront-elles assurées pendant ces 6 mois et demi de voyage interplanétaire? Pour Sylvestre. Oui, c'est la radio. On s'appelle en radio, on s'envoie des petits signaux, il nous répond. On attend, nous, d'ailleurs, notre instrument dans les... Alors, on a une petite phase d'éclipse là qui va passer, mais dans 1 heure, on a nos premières données. Il nous enverra cette température en disant il avait chaud sur le pas de tir. C'est un peu comme en ce moment en été, en Floride, il fait chaud. Et à partir de maintenant, il va se refroidir pendant tout son trajet jusqu'à Mars et va nous envoyer des informations par radio, comme on le fait toujours. Là, on est en direct. Et puis, le jour où il sera à la surface de Mars, il enverra plutôt ces informations par radio aux orbiteurs qui tournent autour, qui, eux, nous relayeront jusqu'aux grandes antennes. On a le temps pour... Ou Michel, une précision? Il faut dire que l'instrument, comme l'ensemble du rover, n'est pas opérationnel. Ils envoient ce qu'on appelle des housekeeping data, les données de l'état de la situation, la température, les tensions électriques, l'état de charge des batteries, etc. etc. Donc, mais il ne va pas donner des données scientifiques. Hein. Ils ne vont pas déployer le mât au milieu, au milieu des boucliers thermiques. Hein. Donc, il faut bien voir, il reçoit des données, il y a des échanges qui se font, mais il n'y a pas d'action proprement dite qui se font sur les instruments ou avec le rover. Une toute petite dernière question, très rapide, Alice. Oui, comment il est alimenté en électricité, Persévérance? C'est un véhicule qui est assez original. C'est le second de ce type-là pour un rover mobile, qu'on appelle un astromobile. Il a une pile électrique qui est à base de plutonium. Le plutonium, c'est une pierre chaude et vous avez une pierre comme ça à 200 degrés qui va rester à 200 degrés pendant quelques centaines d'années et vous collez ce qu'on appelle un thermocouple avec un mauvais rendement mais qui sortira d'électricité. Et donc, c'est pas des panneaux solaires et ça, c'était réservé pour les autres missions. Et ça nous donne, à nous, les utilisateurs, des instruments, une grande flexibilité. En fait, pour être honnête, on a plus d'une centaine de watts et c'est beaucoup. Alors, pu choisir un site qui s'appelle le cratère G0, il fait 45 km. Il y a une signification de diamètre. G0 G0, c'est en langue slave. Dans les langues slaves, ça veut dire lac. Voilà, lac. Ça veut dire lac. Alors exactement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que G0, c'est un cratère de 45 km où on sait qu'au moins par 2 fois, il s'est rempli. C'était un lac. On voit même un delta. Et donc, ça nous intéresse parce que c'est pas tout de potentiellement développer la vie, il faut aussi la préserver. Et ça, c'est compliqué. Passer sous des formes fossilisées, des phases minérales, qu'on puisse retrouver. Et la préservation se fait bien, là où la vie a tendance à se concentrer, se préserver, c'est dans les deltas justement de lacs, des phases minérales qu'on peut appeler des carbonates, des phyllosilicates. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce cratère G0. Est-ce que du coup les 2 rovers vont se croiser? Pas exactement, pas exactement. On s'est posé la question quand même quand on a cherché un site d'atterrissage pour Persévérance, de le mettre où un autre rover était. En disant, on a déjà exploré, fait une première découverte, c'était un des Mars Exploration Rovers. Et puis finalement, on a dit non, l'exploration, il faut aller dans un autre site. Là, on est vraiment dans un site différent
que celui de Curiosity, quelques milliers de kilomètres, et malheureusement à la vitesse où on va, voilà, on n'aura pas ce plaisir qu'il puisse se faire coucou. Pas de check. Pas de check, mais on fonctionne ensemble, ce sont les mêmes équipes qui les pilotent, d'abord au JPL, et puis nous, au CNES, on a la chance de piloter Curiosity avec Sam et ChemCam, Persévérance avec Supercam, Insight, à bord duquel il y a le sismomètre SACE. Donc on pilote tout le monde, donc on les surveille chacun, heureusement qu'ils ne sont pas tous au même endroit, ça nous perd un peu de liberté. Toute dernière question, Alice. Oui, on a une question qui est revenue plusieurs fois aussi. Pourquoi la sonde s'appelle Persévérance? Persévérance, les Américains ont la tradition de faire un concours chaque année et demander dans des écoles un nom. Alors, Persévérance, nous on connaît bien, alors ça nous arrange parce que le mot en français est à peu près le même aux accents près. Au début on a trouvé ça un peu bizarre, puis au bout d'une semaine vous vous y faites. Et puis quand vous regardez la litanie des rovers martiens, Persévérance, après Curiosity, qui est la Curiosity, Opportunity, Spirit, Sojourner, Pathfinder, Insight, et tout ça, ça a un sens. Il y a un vrai sens, une vraie ambition. Persévérance, il se trouve que dans les derniers mois, il faut savoir que c'était dur de finir la mission. Heureusement, ça s'est joué à 2 mois près. À 2 mois près, on avait livré notre robot à Cap Canaveral. Et puis le Covid est arrivé, et là, ça a été très difficile. Et là, tout le monde dit qu'on a persévéré, on n'a jamais baissé les bras. Et le président du CNES l'a dit tout à l'heure, on est à temps. Il faut savoir que quand je regarde mon livre, en 2015, lorsqu'on démarre le projet, c'est marqué « Vous tirez en juillet 2020 ». 6 ans après, on est en juillet 2020. Alors, on n'a pas le choix, parce que si on rate, il faut prendre 2 ans de plus. Mais ça veut dire que, voilà, il faut persévérer, quels que soient les ennuis. On en a eu quelques-uns, et donc on est content d'être là. Ursula, la suite, ce qu'on attend, c'est la séparation Mars 2020. On va voir tout de suite une petite animation pour bien comprendre ce qui va se passer. Peut-être que vous pouvez nous commenter ces images, Ursula. Oui, alors, tout à fait. Alors, effectivement, on attend la séparation, mais avant la séparation, on est en propulsion Centaur. Donc là, c'est la phase balistique. Les petits jets que vous voyez, ce sont le système de contrôle d'orientation de l'étage Centaur. Donc là, le lanceur, le moteur n'est pas allumé. On est en phase balistique et on contrôle uniquement l'orientation avant la séparation de Mars 2020 et de Persévérance. Voilà. Ensuite, Persévérance poursuivra sa course vers Mars, seul, sans lanceur, et atteindra avec ses propres moyens la surface de Mars. Michel et Sylvestre, bon, le stress est un petit peu redescendu. Il y a ça va un petit peu mieux tout à l'heure. Vous étiez hyper crispés. Là, il y a encore un allumage quand même. Là. On n'y est pas. Hein, on n'y est pas encore. Ouais. Mais à 0 + 44, on attend le MES-2. C'est le Main Engine Start numéro 2 qui va ensuite assurer 8 minutes de propulsion supplémentaire pour lancer Persévérance sur sa trajectoire hyperbolique. Voilà, là on est en balistique. On est en phase balistique. Là, on reviendrait sur Terre si on était comme ça. Donc il faut encore quitter, il manque un peu de vitesse. La traction de la Terre. Et passer par le bon endroit, hein, parce que je rappelle, je résume ça de façon très simple, hein, pour aller vers Mars, il faut quitter la Terre par un trou de souris, rentrer dans l'atmosphère de Mars par un chat d'aiguille pour atterrir sur une tête d'épingle. Donc c'est ça la précision qu'il faut obtenir. Et donc chaque minute compte et le lancement est terminé lorsque la fonction lanceur est finie. Voilà, Michel et Sylvestre, à tous les retourne à la Cité de l'Espace, retrouver Christophe Chaffardon qui est en compagnie d'André Debus et on vous retrouve devant Persévérance. On va voir quels sont les défis techniques justement pour le retour d'échantillons, Christophe. Oui, tout à fait. Alors, on parlait du prélèvement de sol martien. On va essayer de voir concrètement comment ça va se passer. Déjà, comment ça s'est passé avec Curiosity par une expérience très simple. On va essayer de schématiser le prélèvement de Curiosity avec une mèche. Alors sur Curiosity, les échantillons étaient prélevés sous forme de poudre ou de poussière. Et ces grains de poussière, sous forme d'échantillons, ont été ramenés dans le rover Curiosity, dans un laboratoire, pour être analysés par des instruments scientifiques qui étaient montés sur Curiosity, dont un d'ailleurs était fait en partie par la France. Il s'appelait SAM.
Voilà, donc ça c'était la version Curiosity du prélèvement. La version Perseverance, c'est pas tout à fait pareil. On va voir comment on va réaliser ces prélèvements sous la forme de carottage. C'est parti. Alors, Persévérance va prélever des carottes d'échantillons. Cette fois, ça peut être de la régolithe ou de la roche, hein, qu'on voit ici. Et va mettre ces échantillons dans un conteneur cylindrique. Et ce conteneur cylindrique, qui est ici dans cet embout, va être ramené par le bras robotique jusqu'à cet endroit-là, qu'on voit là. C'est un espèce de carrousel qui va être mis en rotation et ramener ce conteneur en dessous. Alors on voit sur sa vitre inclinée ce qui se passe sous le rover. On voit un magasin avec d'autres conteneurs. Une fois prélevés, les échantillons vont être imagés à l'aide d'un imageur et ensuite ils vont être fermés hermétiquement. Ils vont être scellés. Et il y a un magasin dans lequel il y a 43 petits conteneurs seront déposés plus tard sur le sol de Mars dans le cadre d'une mission de retour d'échantillons futurs. Alors ces conteneurs sont maintenus dans des conditions ultra propres et stériles, hein, pour éviter de contaminer d'abord les échantillons, parce qu'il faut éviter les faux positifs, et puis ensuite il faudra également éviter de contaminer plus tard l'environnement terrestre avec des échantillons martiens. Ça sera plus tard dans le cadre de la mission MSR. Voilà, donc c'est bien ces échantillons-là qui vont être récupérés en 2026. On en parlait tout à l'heure sur le plateau. Mars Sample Return. On se rappelle les différentes étapes là, de Mars Sample Return? Alors Mars Sample Return, c'est une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Donc ça, Persévérance, c'est le premier segment de la mission, collecte d'échantillons et dépose de ces containers scellés sur le sol de Mars. Un petit peu plus tard, au milieu des années 2020, 2025, 2026, il y aura 2 lancements, une sonde orbitale et un second lancement avec une plateforme qui va venir sur Mars avec un rover qu'on appelle le Fetch Rover qui va prélever ces conteneurs, les mettre dans la tête d'un lanceur martien qui sera en même temps que le Fetch Rover et ce lanceur martien va mettre ces conteneurs en orbite autour de Mars. Ces conteneurs vont être dans une espèce de, je dirais, un autre conteneur qui lui aussi va être scellé. Et ensuite, autour de Mars, la sonde orbitale qui aura été envoyée va récupérer ce gros conteneur dans lequel il y a les plus petits et les ramener vers la Terre au début des années 2030. Tout ça va être placé dans une capsule de rentrée atmosphérique et récupéré sur Terre et emmené dans des laboratoires de quarantaine puis d'analyse. Bon, allez, longue histoire. L'histoire n'est pas terminée du tout avec Persévérance. C'est une belle histoire qui commence pour des années 2031, peut-être un retour d'échantillons avec Mars Sample Return. Allez, on continue à bien suivre ce lancement qui a l'air toujours de très très bien se passer. À tout à l'heure à la Cité de l'Espace. Merci Christophe. Finalement, la question que tout le monde se pose, c'est ce qu'on va chercher dans ces échantillons. C'est vraiment la question cruciale. C'est aussi la question de la vie sur Mars, évidemment. Et je vous propose qu'on retrouve tout de suite Athéna Koustenis de l'Observatoire de Paris-Meudon. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est planétologue et présidente du panel de la protection planétaire COSPAR. Athéna, bonjour, vous êtes avec nous. Vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Un moment fabuleux. Un moment extraordinaire, effectivement. Athéna, question, est-ce qu'on peut prendre des échantillons comme ça aussi facilement et les ramener sur Terre? Facilement, je ne dirais pas. Il est en effet important de prendre des précautions quand on récupère des échantillons dans un environnement extraterrestre, comme on a parlé, et qu'on doit les ramener sur Terre. Il y a des règles à respecter selon la politique de la protection planétaire établie au niveau international par le COSPAR, le Comité de la recherche spatiale. Ces règles ont été mises en place dès 1967 dans le traité de l'ONU sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Aujourd'hui, ce traité il est signé par environ 120 pays et vise à éviter 2 sortes de contamination. Dans un premier cas, il s'agit de préserver l'environnement de l'objet du système solaire qu'on explore et où on prélève les échantillons, en faisant attention à ne pas contaminer ce monde avec nos micro-organismes humains. Ceci a comme but de ne pas interférer avec la possibilité de détecter l'habitabilité, une vie extraterrestre passée ou actuelle, ou à observer correctement les conditions propices à l'émergence de la vie ailleurs que sur Terre.
Ainsi, toute mission se posant au sol d'un objet céleste potentiellement abritant la vie est tenue d'être stérilisée. Dans le cas de Mars, par exemple, toute mission avec retour d'échantillon est classée en catégorie 5. C'est la plus puissante, la plus restreinte. Et donc, pour toute activité de ce type, l'État membre ayant signé le traité doit donner l'autorisation préalable, puis assurer la surveillance. Le deuxième cas de contamination possible intervient bien sûr lors du retour sur Terre avec des échantillons extraterrestres. Il faut alors prendre toutes les précautions pour ne pas contaminer notre biosphère et pour ce faire, il y a un protocole qui a été établi avec des règles à respecter pour les isoler dans un premier temps, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de risque pour l'humain avant de distribuer aux scientifiques. Les experts vont alors les analyser et en extraire des informations concernant, parmi d'autres choses, l'émergence ou pas de la vie sur ce monde. Pour ce faire, ils vont commencer par définir leur composition et ensuite déduire l'histoire qui est transcrite dans ce morceau provenant de Mars. Plus concrètement, dans le cas de retour d'échantillons de Mars, on fera attention aux choses suivantes. Les échantillons renvoyés de Mars sont soumis dès le départ à un processus de stérilisation accepté et approuvé, et les boîtes contenant les échantillons doivent être fermées avec un processus de vérification approprié. Ils doivent être confinés pendant toutes les phases de la mission jusqu'à leur transport vers une installation de réception spéciale où ils peuvent être ouverts sous confinement. La mission et la conception de l'engin spatial doivent fournir une méthode pour rompre la chaîne de contact avec Mars, c'est-à-dire qu'aucun matériau non confiné ayant contacté Mars, directement ou indirectement, ne doit être envoyé sur Terre. Donc pour les échantillons non stérilisés renvoyés sur Terre, un programme de détection de la vie et des tests de risques biologiques ou un processus de stérilisation éprouvé doit être entrepris comme condition préalable absolue à la distribution contrôlée de toute partie de ces échantillons. Après, on peut les exploiter. Je me tourne vers vous, Ursula. Où en est-on là? Le lanceur a quitté le sol depuis plus de 40 minutes maintenant. On ne voit pas le temps passer. Il va bientôt, dans moins de 3 minutes, commencer sa phase de rallumage. Donc là, il est encore dans sa phase balistique et d'orientation. Et dans moins de 3 minutes, maintenant, on va rallumer l'étage. C'est quoi? C'est la fameuse poussée de libération, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est une poussée qui va durer 8 minutes et qui va permettre à Persévérance d'atteindre sa vitesse de libération de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Tout se passe vraiment de façon assez optimale pour l'instant. Tout est nominal. Ouais. C'est le ciel bleu, Sylvie. On a encore plein de questions. Parlons de si jamais ça se passe mal, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des options de sauvetage si le rover atterrit mal? Alors là... atterrir mal, ça veut dire beaucoup de choses. On n'en a pas tant que ça, malheureusement. On va essayer de tout faire pour atterrir bien. Atterrir bien, ça veut dire, encore une fois, annuler toute cette énergie qu'on vient de lui donner. C'est malheureux, mais il va falloir la mettre à zéro. Et on s'est donné une chance supplémentaire sur cette mission. Puisque cette mission, on en rediscutera dans quelques mois, mais pendant sa phase de descente est équipée d'un moyen actif pour éviter les obstacles et se rapprocher du centre de la cible. Et donc pendant la descente sous rétrofusée, on va pouvoir faire un peu de vol horizontal de façon à recentrer un peu s'il y a un obstacle et vers le centre. Donc, mais après, s'il tombe sur le dos, il est sur le dos. S'il tombe sur le trait... Non, on joue gagnant là. On a une petite minute de questions avant de retrouver Ursula. Est-ce qu'une future exploitation minière sur Mars, c'est possible dans un avenir proche? Minière, alors, il y a deux choses. Le premier minerai qu'on devrait aller chercher sur Mars, si jamais il y a des hommes qui sont sur Mars pour préparer leur retour, et c'est un peu les plans d'ailleurs d'Elon Musk, c'est de faire du minerai d'eau. C'est aller chercher de l'eau sous forme de glace, de l'extraire, de la transformer et d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène pour en faire du carburant pour revenir. Pour le reste, très franchement, j'en sais rien. Il faudrait se tourner vers les géologues parce que les mines sur Terre, les concentrations de minerais, ça vient de l'activité de l'eau, des activités de sédimentation, etc. Sur Mars, il n'y a pas eu cette histoire où elle a été extrêmement brève. Et ça n'a pas été perturbé ni accéléré par la tectonique des plaques, par les mouvements des continents, etc. Donc, il y a sûrement en proportion autant de lithium, de magnésium que sur Terre, mais il est dispersé partout. Je suis obligée de vous couper, Michel. Ursula, il y a une séquence importante là que vous allez nous commenter. Dans 4 secondes, on va allumer l'étage. Voilà, ça y est. On est sur le MES 2, Main Engine Start numéro 2, qui vient de se passer correctement.
Correctement, oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le lanceur ne pèse plus que 5% de ce qu'il pesait au décollage. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Là, l'allumage s'est passé correctement. Il va donner la dernière impulsion nécessaire pendant 8 minutes. On va pousser pour atteindre cette fameuse vitesse de libération. 5%, ça fait quand même 25 tonnes. Hein. C'est pas, entre 25 et 30, hein, c'est pas, bon 5%, ça, ouais, c'est pas lourd quoi. Non, ça fait quand même pas mal. Hein. C'est quand même une étape importante là qu'on a envie de franchir, Sylvestre. Alors on l'a compris, il y a des choses assez inédites sur Persévérance par rapport aux précédentes missions. On a notamment un hélicoptère, un drone et un morceau de pierre de Mars. On va retrouver Christophe à la Cité de l'Espace pour nous éclairer tout ça. Vous êtes avec André Debussy, Agnès Cousin. Je vous laisse la main, Christophe. Oui, tout à fait. De retour à la Cité de l'Espace, c'est vrai qu'il y a des objets un petit peu insolites qui partent avec le rover Persévérance. Vous l'avez dit, le premier, il est juste à côté de moi. André, on va le décrire si tu veux bien. C'est une espèce d'hélicoptère, un drone qui va essayer de voler dans l'atmosphère martienne. Voilà, c'est un drone. Alors sur cette mission, c'est un démonstrateur technologique. Le but, c'est de savoir si on peut voler sur Mars. Et là, sur ce drone, ce qui caractérise ce drone, c'est vous voyez qu'il est tout petit. Il pèse à peine 1,8 kg, de très grandes pales qui tournent très très vite, 40 tours par minute. Et tout ça, c'est pour pouvoir s'élever dans une atmosphère martienne dont la pression est 150 fois plus faible que sur Terre. Donc il faut tout ce système. Donc là, c'est un concentré de technologie, c'est un ensemble totalement autonome. Il a ses propres batteries, ses propres panneaux solaires, un système de télécommunication, un ensemble d'énergibores, un ensemble également de contrôle thermique. Il va être déposé au sol quelques jours après que Persévérance ait atterri sur un endroit à peu près plat. Le rover ensuite va s'écarter. Et ce petit drone va faire sa vie. Il va pouvoir s'élever de quelques mètres, grosso modo 5 mètres, parcourir grosso modo une centaine de mètres. Et ça va durer à peu près 1 minute et demie, pas plus. Ensuite, il va falloir qu'il recharge ses batteries, il va se poser au sol, recharger ses batteries, puis ensuite il va repartir. Voilà, c'est simplement un démonstrateur. Il a des caméras à bord qui vont prendre des images. Il peut communiquer avec Persévérance, envoyer des images à Persévérance et les opérateurs sur Terre pour avoir des images un petit peu autour du rover. Il va faire un petit peu office d'éclaireur, si vous voulez. C'est sa seule utilité dans le cadre de la mission. Et ensuite, ce petit drone va servir dans le cadre de missions futures, notamment de vol habité dans un futur beaucoup plus lointain. Donc c'est un test technologique. Test technologique, et c'est la première fois, si j'ai bien compris, qu'on envoie un tel drone sur une planète du système solaire. Absolument, c'est la première fois. Il y a une étape très importante là. Là, on vient de passer une phase extrêmement importante parce que le lanceur vient de finir une de ses missions principales. Il vient d'arrêter son moteur pour la dernière fois, c'est-à-dire que c'est la dernière phase propulsée qui vient de s'achever. Il ne reste plus que les manœuvres d'orientation pour séparer ensuite Persévérance. C'est comme si on lançait un caillou et ça veut dire quoi? Il n'y en a plus aucun contrôle dessus? Alors là, il n'y a plus de propulsion. Ouais. Il n'y a plus de propulsion. Il est en train d'orienter tout simplement Persévérance avant de le séparer et de le lancer à plus de 42 000 km/h vers Mars. En comparaison dans 2 minutes à peu près, Ursula. Et surtout acquisition de Persévérance dans 27 minutes. D'accord. Parce qu'on vient de séparer Persévérance. Je vous propose d'applaudir pour féliciter le lanceur qui a magnifiquement réalisé sa mission. Voilà, c'est parti. Voilà, donc dans 25 minutes et quelques, on va pouvoir acquérir le signal. On va essayer d'attendre cette acquisition qui nous donnera la réalité du monde, et voilà, ça sera vraiment parti. Il nous aura dit au revoir. Jean-Yves Le Gall, qu'on va retrouver tout de suite. Il est toujours en direct de la Cité de l'Espace, Monsieur Le Gall. Rebonjour. Alors cette mission Mars 2020, elle est sur cette trajectoire qui va amener le véhicule Persévérance jusqu'à la planète rouge. Moi, j'ai envie juste de vous demander ce que vous ressentez à ce moment précis. Si vous voulez, c'est une très grande joie parce que ça fait à peu près 10 ans
que toute la communauté scientifique spatiale française travaille sur Mars 2020. Il y a eu l'envoi des propositions. Je me souviens très bien, c'était en juillet 2014 quand Charlie Bolden, qui était alors l'administrateur de la NASA, m'avait téléphoné pour me dire que SuperCam avait été choisi. Et on était très très fiers. Et puis 2014, c'était il y a 6 ans. Depuis, ça a été 6 ans de travail extraordinairement intense au CNES, dans les laboratoires, dans l'interface avec la NASA, avec le JPL. Je crois que chacun n'a pas compté ses heures, des nuits sans sommeil, comme l'a rappelé Sylvestre Maurice. Et puis là, il y a toujours le moment d'un lancement. Donc on a décollé, 57 minutes plus tard, on est injecté sur la bonne orbite. On a encore à attendre une grosse demi-heure pour que Persévérance nous envoie ses signaux. Et puis ensuite, bien sûr, on aura au mois de février l'atterrissage. Pour en avoir connu quelques autres, je peux vous dire que là aussi, ça sera un moment d'intense émotion parce qu'on a ce qu'on appelle 7 minutes de terreur. Mais enfin, pour l'instant, nous sommes partis. On ne part pas sur Mars très souvent. C'est tous les 26 mois. Et donc là, eh bien, il y avait eu la semaine dernière les Émiriens, un peu plus tard les Chinois. Et donc la mission Persévérance avec SuperCam à bord. Et je peux vous dire ici à la Cité de l'Espace que tous les responsables scientifiques du CNES, tout le monde est très très content. Ça met un peu Toulouse au centre du monde martien et donc je crois qu'il faut s'en féliciter. Jean-Yves Le Gall, une dernière question. Vous avez partagé ce moment avec de nombreux collaborateurs du CNES, mais aussi des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens qui ont tous collaboré à cette mission. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel message vous avez envie de faire passer à l'heure où on se parle? Le message, il tient en un seul mot, c'est bravo, si vous voulez, parce que il faut vraiment travailler et suivre le travail qu'ils font pour savoir à quel point une mission martienne, c'est difficile. C'est probablement la mission spatiale la plus difficile. C'est le Graal de la technologie spatiale. Il faut voir que Persévérance, c'est une mission à 2,5 milliards de dollars. SuperCam, c'est 50 millions. Il y a ce que nous appelons notre stratégie de niche, c'est-à-dire mettre des instruments hyper performants sur des gros rovers comme celui-ci. Et puis la perspective d'aller explorer Mars, c'est quelque chose absolument extraordinaire. Donc bravo. Rendez-vous, donc je l'ai dit, au mois de février pour l'atterrissage sur Mars. Mais quand on regarde derrière nous ce que nous avons connu avec l'atterrissage de Curiosity le 6 août 2012 ou l'atterrissage de InSight au mois de novembre 2018, eh bien on se dit que nous allons avoir encore de très très grands moments devant nous. Et cela, c'est possible parce que, je le répète, nous avons la communauté scientifique spatiale la meilleure du monde. Elle est choisie par la NASA. Elle passe devant des laboratoires américains, des laboratoires japonais, des laboratoires chinois. Donc bravo à tous parce que c'est un très grand pas pour tout ce que nous faisons. Merci infiniment Jean-Yves Le Gall. Ursula, time before acquisition. Alors, dans 12 minutes, nous serons libérés de ce suspense intenable. Allez, on repart pour une toute dernière fois à la Cité de l'Espace avec vous, Christophe, pour un petit dernier mot de la fin en compagnie du président du CNES. Bien, écoutez, j'ai envie de dire merci à l'administrateur de la NASA pour sa confiance, pour son engagement. Et puis, peut-être que quelque chose qui n'est pas connu du grand public, c'est l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui est un pilote de l'US Navy, qui a décidé de mettre cet hélicoptère sur Mars parce que ça l'intéressait beaucoup. Donc, lorsqu'il est arrivé, il a décidé qu'il y aurait ce petit hélicoptère sur Mars. Et donc, si tout va bien, eh bien, dans quelques mois, on verra cette image que jusqu'à présent, on ne voyait que dans les jeux vidéo, un drone qui ira se balader dans l'atmosphère de Mars. Et ça, c'est grâce à Jim Bridenstine. Donc, merci. Et une fois encore, bravo à tous. On a encore 10 minutes avant ce signal d'acquisition de la sonde, c'est ça, Ursula, 10 minutes 32. Oui. Là, à 7 minutes 31 avant le signal. On s'approche du moment critique de l'acquisition. Alors, juste une petite précision, nous sommes à 7 minutes, mais c'est l'heure estimée. Actuellement, Persévérance est dans l'éclipse de la Terre. Donc, avant le lancement, on a estimé l'acquisition à 0-7 minutes. Mais donc, si ça arrive un tout petit peu plus tard, voilà, il ne faudra pas paniquer pour autant. Pas de panique. Voilà, Ok, Michel, parce que là, vous êtes accroché au siège encore. Merci beaucoup, Thierry. Je me tourne vers vous, Ursula, parce que c'est la minute, pas la minute de terreur, mais en tout cas de tension. On est dans la minute de tension. Il reste 1 minute officiellement avant
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez là dans votre oreillette de ce qui se passe? Alors justement, aux États-Unis aussi, la tension est à son comble. Tout le monde est en attente de ce fameux signal qui nous libérera tous de... C'est un peu comme le réveil de Rosetta. Je rappelle que quand Rosetta est partie, donc elle est restée pendant 10 ans, pendant 7 ans endormie. Et puis à un moment donné, on l'a réveillée et on attendait le signal, on attendait le signal, on attendait le signal. Il a mis un peu plus de temps à venir que prévu et quand on a vu un petit pic apparaître sur l'oscilloscope comme ça, c'était une libération. Moi, j'étais pas dans la salle, bien sûr, hein, mais tous les gens qui regardaient, les gens qui étaient dans la salle, c'était une énorme émotion. Et je pense que là, bon, là, on s'attend à ce que ça vienne, c'est pas... Mais c'est un point extrêmement important. Et là, on pourra prendre nos clics et nos claques. Et croyez-moi que Sylvestre va monter sur son vélo et rapidement rejoindre ses équipes et sa famille à la Cité de l'Espace. Je crois qu'en attendant ce moment, on peut en parler encore. Vous savez, ce qui était une idée au début, et puis vous retournez, vous apercevez que vous avez tous ces gens qui ont parlé aujourd'hui, qui sont tous brillants, qui ont chacun apporté quelque chose. Alors je vais aller, bien sûr, les rejoindre à la Cité de l'Espace parce que c'est eux qui ont bossé. Et on l'a vécu tous ensemble. Et merci d'avoir fait ce direct avec le monde entier, qu'on pourra revoir, je crois, d'ailleurs, sur les sites, et d'avoir pu le partager. C'est une belle aventure qui continue. Je vois la concentration sur le visage de Ursula. C'est le silence complet, là, en Floride. Oui, non, mais c'est le silence complet, l'attente, tout simplement. Ça peut durer quelques minutes. Un certain temps, c'est militaire. On va vivre ces instants, à moins que vous ayez besoin de commenter ou envie de commenter. Ursula, vous prenez la main. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. On attend tout simplement que Persévérance veuille bien sortir de l'éclipse de la Terre pour nous donner de ces nouvelles. On va se mettre en apnée pendant quelques minutes. Michel est déjà en apnée. C'est pas forcément un mauvais signe qu'on n'ait pas de nouvelles tout de suite, on est d'accord. Non. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une estimation qui a été faite avant le décollage. Donc, l'espace vous apprend la patience. C'est très philosophique tout ça, finalement. C'est humain. Ah, ça y est, on a une acquisition. Yes. Je pense qu'on peut applaudir très fort. Flight nav. Allez, on entend le soulagement. Go ahead, nav. Vous avez vu très fugitivement que c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose, mais c'est hyper important. Et ça parle pas beaucoup. Ouais. Mais ça fait vraiment plaisir quand on le voit. On est vraiment arrivé là au terme de cette émission. Moi, j'aimerais vous dire à tous un très grand merci. Merci Ursula, c'est vraiment appuyé sur vous. C'était vraiment hyper important de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Merci Sylvestre, merci Michel, merci Alice, merci de m'avoir accompagné sur ce live. J'ai vécu un moment incroyable avec vous. Merci beaucoup. Merci évidemment à tous les intervenants de la Cité de l'Espace, à Christophe et toutes les équipes organisatrices, toutes les équipes du CNES qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous les internautes qui ont activement participé. On a eu beaucoup de connexions, beaucoup de questions. Rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est le 18 février prochain pour l'atterrissage. Un petit mot là-dessus quand même, Sylvestre, parce que c'est 7 minutes de terreur, il faut qu'on en parle. Vous avez vu tous, vous avez pu constater toute l'énergie qu'il faut pour envoyer Persévérance sur Mars. Maintenant, cette énergie, il va falloir l'annuler, il va falloir freiner à mort le 18 février. Et là, ce n'est pas l'énergie des hommes, c'est l'énergie physique. C'est ça. On a vu que ça poussait, les moteurs poussaient, cette fameuse vitesse de libération, c'est 11,2 km qu'il fallait atteindre par seconde. Et bien maintenant, il va falloir tout tomber à zéro.